Bonjour à tous. 29 mai 1453. Après un siège de plusieurs semaines, Constantinople tombe aux mains du sultan Mehmed II. C'est la fin de l'Empire romain d'Orient, vieux depuis plus de 1000 ans. Un événement qui bouleverse le monde chrétien, consacre la montée en puissance de l'Empire ottoman et ouvre une nouvelle ère dans l'histoire du continent européen. Mais Constantinople, c'est plus qu'une capitale, c'est une légende. Une ville symbole, entourée de murailles réputées imprenables, héritière de Rome et de la culture grecque, un pont entre Orient et Occident. Sa chute marque autant la fin d'un monde qu'un basculement vers un nouvel équilibre géopolitique, religieux et culturel. Après les croisades, c'est encore avec Sylvain Guggenheim, auteur d'un ouvrage intitulé Constantinople 1453, publié aux éditions Perrin en 2024, que nous allons revenir sur le contexte de l'époque, sur le siège lui-même et sur les conséquences durables de cette conquête. Sylvain Guggenheim, rebonjour. Bonjour. Vous étiez dans ce même studio où nous avons la semaine dernière évoqué les croisades. Alors je vous représente pour les téléspectateurs qui n'auraient pas vu cette émission, mais il faut qu'ils la regardent. Donc, vous êtes historien médiéviste, professeur émérite d'histoire médiévale. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Donc, le premier sur Hildegard de Bingen, qui était le travail de votre thèse. Mais ensuite, donc, les Chevaliers teutoniques chez Thalandé en 2007. Aristote au Mont Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, en Seuil 2008, qui a déclenché une petite polémique. Je renvoie les téléspectateurs à l'émission de la semaine précédente pour en savoir plus. Et puis Frédéric II, un empereur de légende, chez Perrin en 2015. Les derniers païens, les Baltes face aux chrétiens, chez Passé Composé en 2022. Et les croisades, histoire et idées reçues, co-dirigé avec Martin Aurel, publié donc là en 2025. Et Constantinople 1453, publié chez Perrin en 2024. Alors, je voudrais replacer d'abord l'affaire dans son contexte historique. On a parlé un peu de Byzance dans l'émission sur les croisades et le sac de 1204, pardon, et donc le démantèlement de l'Empire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 300 ans? À quoi ressemble l'Empire byzantin en cette moitié du XVe siècle? Il s'est passé énormément de choses. Bon, les Byzantins reprennent la main un peu après 1260, donc, et évacuent en grande partie, la présence franque, même s'il reste encore des territoires comme en Morée dominés par les Francs, par les Angevins. Mais effectivement, Constantinople redevient la capitale d'un empire chrétien grec. Et tout au long du XIIIe, XIVe, XVe siècle, c'est un empire qui connaît à la fois au moins 2 guerres civiles importantes au XIVe siècle et également des actions militaires menées par les Turcs en Asie mineure, en Anatolie, et des actions militaires qui sont couronnées du succès et qui aboutissent à la désintégration progressive de l'Empire, qui aboutissent à la conquête de morceaux, de pans entiers du territoire de l'Empire, jusqu'à franchir le détroit du Bosphore, à s'implanter dans la Grèce actuelle, dans la Serbie, la Bulgarie actuelle. Et donc Constantinople apparaît complètement encerclé? Alors, à l'époque du siège, en 1453, l'Empire existe toujours en théorie, il existe juridiquement. Il est constitué par la ville de Constantinople, à l'abri de ses murailles, et puis les campagnes alentours, et ça s'étend sur par quelques îles. Sur la rive droite du Non, il Bosphore? n'y a plus rien. Sur la rive droite du Bosphore, tout a été pris depuis longtemps par les Turcs et unifié par la domination des Turcs ottomans. Et donc, le monde byzantin contrôle encore quelques îles et une partie du Péloponnèse. C'est à peu près tout. Et quelques îles aussi également qui ne seront jamais conquises par les Turcs comme Zakynthos, Corfou. Donc vous parlez d'un empire qui est miné par... Il y a des guerres civiles également, oui. Des conflits religieux? Il y a des guerres civiles, il y a des tensions religieuses, mais c'est plutôt des guerres civiles liées aux querelles pour le trône au XIVe siècle. Il y en a eu 2 qui ont été importantes. Et d'ailleurs, à l'occasion de la seconde de ces guerres civiles, certains
certains des opposants, on ne va pas rentrer dans les détails politiques militaires assez complexes de l'histoire, mais certains des prétendants au pouvoir ont fait appel même à des mercenaires turcs. Donc les Byzantins ont eux-mêmes introduit sur le territoire de leur empire des Turcs comme auxiliaires. Vous avez d'ailleurs une phrase qui est assez féroce finalement pour Constantinople. Vous dites Constantinople faisait encore illusion, témoignait de sa gloire passée, mais comme un fossile témoigne d'un stade d'évolution résolue. Donc il y a un mécanisme fatal qui fait que ça va... L'Empire, comme on vient de le dire, a été amputé progressivement de toute une partie de ses territoires. Donc, il a perdu des rentrées fiscales, il a perdu des revenus. L'aristocratie qui était en Anatolie est venue s'installer en Europe, dans la partie européenne de l'Empire, mais il fallait trouver des terres. Donc, il y a eu des tensions entre ces aristocrates venus d'Anatolie et les aristocrates qui étaient présents et qui possédaient des domaines dans le territoire européen de l'Empire. La diminution des revenus et des rentrées fiscales a appauvri l'Empire. Par exemple, la marine byzantine qui a été à un moment très puissante, la marine byzantine, à partir du XIVe siècle, s'étiole. Il n'y a plus de marine byzantine au XVe siècle qui est capable de s'opposer à la flotte ottomane, qui n'est pourtant pas une flotte de très haut niveau. Alors, quel rôle ont joué les puissances voisines, Venise, Gênes, dans cet affaiblissement du... Si je suis méchant, je vais dire que c'est un rôle de prédateur. C'est un peu excessif, mais depuis le XIe siècle, il y a eu des accords commerciaux et politiques qui ont été passés entre Byzance et les grandes républiques maritimes italiennes, notamment Venise et Gênes. Et ces accords ont permis aux Génois, aux Vénitiens de disposer de comptoirs, donc d'endroits où ils pouvaient commercer tout à fait librement, des comptoirs qui étaient disposés en fait le long des côtes de l'Empire byzantin, qui permettaient finalement de relier l'Adriatique jusqu'à la mer Noire. Vous avez de l'autre côté de l'estuaire de la Corne d'Or, donc au nord de la ville de Constantinople, vous avez la ville de Péra ou Galata, qui est contrôlée par les Génois, par exemple, au moment du siège de 1453. Il y a eu des tensions, il y a même eu des conflits. La flotte vénitienne, une fois, est rentrée dans la Corne d'Or en brisant la chaîne. Et donc, il y a eu des relations qui ont été difficiles. Les républiques marchandes italiennes disposaient donc de comptoirs. Il y a eu l'épisode postérieur à 1204 où Venise a même contrôlé les 3/8 de l'Empire, donc ensuite a perdu une partie de ses territoires. Mais les républiques marchandes italiennes contrôlent par exemple les revenus douaniers de Byzance et assurent une sorte d'emprise économique et financière qui contribue en fait à affaiblir l'Empire byzantin. Et alors, expliquez-nous aussi la montée en puissance rapide des Ottomans en Anatolie et dans les Balkans. Ces Ottomans viennent d'où? Ils viennent des steppes Alors, les Ottomans, c'est une partie des Turcs. C'est-à-dire que vous avez une migration armée conquérante de différents groupes, tribus, si on veut, différents groupes turcs indépendants les uns des autres et qui entrent en Anatolie, qui passent les chaînes du Taurus. Effectivement, les Turcs sont originaires des steppes d'Asie centrale, pour aller vite, et qui s'emparent progressivement, indépendamment les uns des autres, des différentes parties de ce que l'Empire byzantin détenait dans l'Anatolie actuelle, dans ce qu'on appelait l'Asie mineure dans l'Antiquité, jusqu'à conquérir presque la totalité au début du XIVe siècle. Il reste encore quelques villes qui sont au contrôle des Byzantins au début du XIVe siècle. Et puis, à l'intérieur de ce monde turc, où il y avait plusieurs émirats qui pouvaient coopérer, qui pouvaient aussi se battre les uns contre les autres, les Turcs dirigés par un certain Osman qui ont fini par l'emporter sur les autres. Osman est à l'origine de la dynastie de ceux qu'on appelle les Ottomans. Et au moment de 1453, les Ottomans, mais depuis longtemps, de toute façon, déjà à l'époque de Bayezid, au XIVe siècle, les Ottomans sont les principaux maître du monde turc, même si Mehmed II a encore quelques émirats rivaux qu'il va d'ailleurs réduire à merci avant le siège de Constantinople. Mais c'est la grande puissance du monde turc et les Ottomans se sont implantés
à partir du XIVe siècle, dans la partie européenne de l'Empire byzantin. Ils vont aller jusqu'à Sofia, jusqu'à Belgrade, ils s'emparent d'une partie de la Serbie actuelle, d'une partie de la Grèce actuelle, la Thrace, d'une partie de la Bulgarie actuelle, etc. Et ce sont eux qui sont vraiment la grande puissance militaire et politique du temps. Et en s'emparant de tous ces territoires, ils se sont emparés évidemment des richesses. C'est-à-dire que plus les Ottomans gagnent les territoires, plus ils se fortifient militairement et plus ils se renforcent financièrement. Et plus Constantinople est isolé. Et plus Constantinople se rétracte comme une peau de chagrin. Et donc Constantinople, donc la ville quand même reste impressionnante avec, avec ses murailles, mais j'imagine qu'au niveau du ravitaillement, ça doit devenir de plus en plus... Alors c'est très difficile. Alors, elle a effectivement, tout le monde le dit, c'est les meilleures fortifications d'Europe. C'est la ville la mieux fortifiée de toute l'Europe, peut-être de toute l'Asie, il faudrait voir en Chine, mais ce sont en tout cas dans le monde européen, dans le monde chrétien, ce sont les fortifications bâties à l'époque de Théodose, au début du 5e siècle, complétées un petit peu pour quelques segments par la suite. Les murailles font tout le tour de la ville, il y a une double enceinte du côté occidental, c'est une ville a priori imprenable. Bon, les croisés l'ont prise en 1204, mais c'est une ville réputée imprenable. C'est une ville... Alors, qui effectivement, pour son ravitaillement, est maintenant gênée par la domination ottomane, même si elle contrôle encore quelques campagnes. D'un autre côté, les problèmes de ravitaillement ne sont pas colossaux, parce qu'à l'époque du siège, la ville compte entre 50 et 60 000 habitants, pas plus. Donc c'est pas une grande ville. C'était une ville qui avait compté plus d'1 million d'habitants à l'époque de son apogée. Et la population a considérablement diminué. Il y a des territoires qui sont en friche, il y a des palais qui sont abandonnés. Et donc, évidemment, pendant le siège, il va falloir nourrir cette population. Mais bon, il s'agit de nourrir entre 50 et 60 000 personnes. Et donc c'est la ville qui est uniquement sur la partie occidentale, hein, oui, bien sûr. dit. Elle est de chaque côté de la Corne d'Or ou... Non, de l'autre côté, au nord de la Corne d'Or, c'est la ville de Galata. C'est la ville de Galata. Qui est elle-même entourée de murailles. Qui est le quartier Galatasaray aujourd'hui. Et qui est le quartier Galatasaray de nos jours. Voilà, la ville de Galata Opéra, qui est contrôlée par les Génois, qui ne va pas participer au combat du siège, qui est contrôlée, encerclée par les Turcs, mais il y a un accord qui est fait. Et ils ont proclamé leur neutralité. Et en fait, ils ont joué double jeu. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, ils ont fourni aux Turcs de l'huile qui permet de refroidir les bombardes qui bombardent Constantinople. Donc, le jour, ils aident les Turcs. Et la nuit, ils aident les défenseurs de Constantinople. Et la Corne d'Or est barrée par une chaîne, toujours, à l'époque Alors, les Byzantins, voilà, il y a une chaîne qui doit faire 600 mètres de long, qui était toute une... Donc c'est une chaîne faite de maillons de métal qui repose vraisemblablement sur des tonneaux flottants qu'on devait pouvoir tendre à l'aide de cabestans, de façon, puisque en temps normal, donc elle est sous l'eau et elle permet effectivement aux navires de passer, et en faisant tourner les treuils, les cabestans, on remonte la chaîne, et cette chaîne barre l'estuaire de la Corne d'Or, ce qui fait que la ville ne peut pas être attaquée par la mer, du moins de ce côté-là. Du côté est et du côté sud, vous avez un estran qui est très faible, vous avez des plages qui sont très faibles, il y a des hauts fonds, donc enfin on ne peut pas attaquer non plus vraiment la ville, ni par le sud, ni par l'est. On ne peut pas l'attaquer au nord à cause de la chaîne, ce qui garantit finalement que les attaques n'auront lieu que du côté terrestre, là où il y a la double enceinte. Alors, quels sont les acteurs Constantinople, l'Empire est dirigé par Constantin XI, donc qui est est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur cet homme? Oui, on sait beaucoup de choses sur cet homme. Avant d'être empereur, il a dirigé, contrôlé le Péloponnèse. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves en termes de politique, en termes d'homme militaire. C'est un homme en fait de haut niveau qui se retrouve à la tête de l'Empire, mais qui n'a pas de moyens, qui a très peu de moyens. On a le décompte à l'unité près des combattants dont il pouvait disposer, puisque un de ses familiers, Frances, a été chargé de faire le recensement des hommes en armes qui pouvaient défendre la ville. Alors, j'ai plus le nombre précis en tête, c'est 4573 ou quelque chose comme ça. Bon, un peu moins de 5000 combattants. Vous ajoutez à ça les Génois, les Vénitiens qui sont présents. Alors, j'ai été méchant, je les ai traités de prédateurs. Alors, les élites politiques de Gênes ou de Venise ont eu effectivement un comportement plutôt
prédateurs vis-à-vis de Byzance, mais ceux qui sont sur place se sont battus. Aidant les Byzantins, et à peu près 2000 hommes qui peuvent intervenir, et il y a eu quelques secours extérieurs, dont un Génois, Giustiniani, qui arrive avec 700 hommes qui ont été tout à fait impressionnants et remarquables dans ce siège. Bref, au total, vous pouvez avoir peut-être 7000 combattants, en gros, face à une armée qui devait en compter. On n'a pas le nombre exact, on n'en sait rien. Non, pas qu'on n'en sait rien, on a des approximations, un peu plus de 100 000 hommes. Oui. Ils se battent à 1 contre 20. Et en revanche, les puissances chrétiennes restent totalement... les puissances chrétiennes n'interviennent pas. Alors là, il y a tout un historique qu'il faudrait faire, parce qu'à plusieurs reprises, Byzance a été assiégée à plusieurs reprises. Bayezid, la foudre, la soumet à un blocus pendant 8 ans, et c'est parce que Tamerlan attaque Bayezid que Bayezid est obligé de lever le siège de Constantinople. Mourad, le sultan Mourad a assiégé Constantinople aussi. Si je me souviens bien, c'est 1422-1423. Donc la ville a déjà l'expérience du siège. Elle sait déjà, les dirigeants savent qu'ils sont inférieurs aux Ottomans. Et donc il y a des demandes d'aide auprès des autres puissances chrétiennes qui sont catholiques. Et là, le problème, c'est que vous avez une opposition entre catholiques et orthodoxes, et que la papauté, par exemple, soumet son accord pour une aide, et donc pour déclencher une croisade, finalement, puisque là, ce serait justifié, il y a des reliques à Constantinople, elle soumet ça à la condition que les orthodoxes, finalement, cessent d'être des schismatiques et se soumettent donc à l'autorité du pape et acceptent à la fois les modifications en matière de dogme, les modifications en matière de hiérarchie. Les Byzantins renaclent devant ça. Il y a quand même deux empereurs qui se sont convertis à la foi catholique. On essaye de faire ce qu'on appelle l'union des églises à l'époque. L'union des églises, d'ailleurs, a été proclamée au moment du siège, mais sans aucun effet finalement. Et le monde occidental, en fait, est hors d'état d'intervenir. La France et l'Angleterre se battent encore. Oui. 1452-53, c'est la fin de la guerre de 100 ans. L'Empire allemand est divisé en éléments rivaux. Et on fait confiance à Constantinople pour résister grâce à ses murailles. Il n'y a pas une conscience collective du danger que... Non, pas encore. Le danger turc n'apparaît pas comme tel. Il va sauter aux yeux des élites occidentales avec la chute de la ville imprenable. Venise a envoyé une flotte de secours, mais tardive. Donc, encore une fois, là, c'est encore une fois pour m'excuser auprès des Vénitiens. Venise envoie une flotte de secours, mais quand la flotte de secours arrive à Négrepont, c'est le B actuel, en fait, ils apprennent que la ville est tombée. Elle est arrivée trop tard. Du côté turc, donc c'est Mehmed II, le sultan. Quel homme est-ce? Donc lui, il a planifié cette conquête d'Inde. Constantinople, il faut vraiment la prendre si on veut. Mehmed II a dit Constantinople est une cicatrice sur le visage de l'islam. Mehmed II, c'est un homme tout à fait extraordinaire, c'est un grand homme d'État, très clairement. C'est à la fois un grand politique, c'est quelqu'un qui est très pieux, c'est un grand stratège militaire. Il a 20 ans au moment de la prise de Constantinople. Alors, je sais bien qu'au Moyen-Âge, on peut arriver au pouvoir à 14 ans, mais il a 20 ans à ce moment-là. Il veut prendre la ville à la fois pour des raisons religieuses et pour des raisons politiques. Des raisons religieuses, il le dit, je mène l'ultime Gaza, c'est-à-dire l'ultime djihad. Je vais assurer le triomphe de l'islam contre la seconde Rome, Constantinople. Et d'ailleurs, ensuite, il projetait de s'emparer de Rome, puisqu'il va lancer des opérations militaires en Italie, qui vont échouer. Et donc, il a des raisons religieuses. Il va d'ailleurs envoyer des lettres de triomphe à la Mecque, au Caire. Et il a aussi des raisons politiques, parce qu'il bâtit un empire. Il a un modèle. Il est à la fois très pieux en tant que musulman, mais il a un modèle qui est Alexandre le Grand. Il se fait lire la vie d'Alexandre le Grand. Il rêve de bâtir un empire ottoman qui soit à la hauteur, ou même supérieur à celui d'Alexandre. En fait, d'être un empire universel. Et pour ça, il lui faut s'emparer d'une ville comme Constantinople. Et très clairement, il sait déjà qu'il fera de Constantinople sa capitale. Alors que jusque-là, sa capitale, c'est Andrinople, Édirne. Donc c'est quelqu'un qui est animé à la fois par des intentions politiques très fortes et par une foi religieuse intense. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les opérations. Quelle est la stratégie d'abord des assiégeants?
est-ce qu'il y a des innovations, notamment dans l'artillerie Alors, la stratégie consiste à encercler la ville, à couper toutes les communications possibles. Donc, on s'est emparé des quelques forts qui pouvaient exister au sud ou au nord, à enfermer la ville et donc à mener un siège. Et quand on mène un siège, on mène un siège à la fois donc en menant toute une série de petites opérations et en tentant parfois des assauts massifs destinés à prendre la ville. Il y aura 3 tentatives d'assaut, c'est la 3e qui va réussir. Donc ce sont des assauts classiques tels qu'on... C'est des assauts... Alors, on les connaît chez nous avec des échelles, avec oui, c'est-à-dire qu'il faut... Mehmed II va utiliser des tours mobiles que les Grecs vont réussir à incendier. On va utiliser un travail de sape, faire des mines, essayer de saper les murailles en disposant des barils de poudre une fois qu'on a creusé en dessous. Si on veut s'emparer de la ville, effectivement, il y a les tours mobiles ou il y a les échelles, de manière classique. On compte sur l'artillerie pour essayer de faire des brèches dans la muraille, brèches par lesquelles on pourrait s'introduire dans la ville. Alors en fait, ça ne suffirait pas puisqu'il y a une double enceinte. Les 2 enceintes sont séparées par un couloir d'une 20aine de mètres. Les défenseurs sont placés sur l'enceinte extérieure. Donc une fois que vous avez pénétrer dans l'enceinte extérieure, il faudrait en théorie après devoir s'emparer de l'enceinte intérieure. Bon, les combattants ne sont pas assez nombreux pour garnir les 2 enceintes. Les défenseurs se sont placés sur la première enceinte. Ils étaient obligés de le faire parce que la 2e enceinte ne permettait pas de couvrir tout le périmètre. Il fallait de toute façon occuper une partie de la première enceinte. Mais si on en occupe une partie, il faut tout occuper. Bien sûr, parce que sinon, l'ennemi va s'emparer des parties vides et il va immédiatement s'emparer des parties qui sont au nord. Donc, Mehmed II a utilisé tous les moyens possibles, imaginables. Il ne peut pas. Il a des navires. J'avais dit, la flotte ottomane est très nombreuse, mais n'est pas équipée de navires puissants. Les Génois et les Vénitiens ont des navires beaucoup plus hauts, beaucoup plus puissants. Et la flotte ottomane ne peut pas briser la Corne d'Or, qui est protégée par quelques navires byzantins et par des navires italiens. Et donc Mehmed II a une idée de génie. Alors Hérodote en parle pour une guerre déjà auparavant, ça aurait déjà été utilisé au moment de l'Empire romain. Mais il a quand même cette idée assez extraordinaire. Après un échec de tentative navale, qui est un désastre pour les Turcs, il va faire passer ses navires par la voie de terre. Oui. C'est-à-dire qu'il défriche une partie des forêts qui sont à côté de Galata. Il fait construire un chemin équipé de rondins, donc qui va escalader une colline. Et il va faire passer ses navires, du moins les plus légers de ses navires, dans la Corne d'Or, en les faisant passer par voie de terre. Et aux yeux des défenseurs, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est apparu comme totalement effrayant, puisqu'on a vu des navires passer sur la terre et ils descendent dans la Corne d'Or, ce qui fait qu'ils prennent à revers les navires italiens, les navires byzantins qui sont là, et ils vont menacer la muraille nord. Ce qui va obliger les défenseurs qui sont, faut imaginer, on a encore une fois 7000 défenseurs maximum pour un périmètre de muraille. Alors simplement, la muraille extérieure, c'est un peu plus de 6 km. Vous devez quand même avoir des défenseurs un peu, quand même, au sud ou au nord, ou quelques troupes en réserve. C'est-à-dire que vous avez un combattant par mètre au grand maximum, et dès qu'un combattant est tué, sur une seule ligne, et dès qu'un combattant est tué, les 2 autres ont maintenant 1,50 m à couvrir. Le fait pour les Turcs d'arriver à passer dans la Corne d'Or, et donc à menacer ou à faire planer la menace d'une opération militaire sur le mur nord, a obligé à découvrir un peu la muraille, à faire déplacer des canons, ce qui a été l'objet d'une algarade qui a failli tourner au combat et au duel entre Giustiniani et le grand-duc Notaras. Notaras a quelques canons, quelques bombardes disposées sur la muraille qui est au nord, face à la Corne d'Or, et Giustiniani en a besoin pour défendre la muraille occidentale qui est la plus menacée, et Notaras refuse. Le rôle de l'artillerie, c'est-à-dire qu'on pilonne la muraille. La ville est pilonnée, oui. Alors le rôle de l'artillerie a fait l'objet de beaucoup d'études d'historiens et d'archéologues. On a mis en avant la bombarde géante de l'ingénieur vraisemblablement hongrois Orban, qui est la bombarde la plus colossale de l'époque, qui est plus importante encore que les bombardes qui existaient en Écosse, en Bourgogne par exemple, mais elle a explosé en partie au bout d'un moment, elle a été réparée, mais elle ne peut tirer des boulets que 6 fois par jour, donc elle a une cadence de tir qui est très faible.
Mais elle a énormément impressionné les défenseurs. Et Mehmed II a effectivement, à l'époque, il a la première artillerie d'Europe. La France est en train de construire son artillerie avec les frères Bureau. La Bourgogne est en train de la construire, l'Angleterre aussi. Mehmed II a l'artillerie la plus puissante d'Europe. Et il a très habilement disposé son artillerie face à des points faibles de la muraille. Il fait déplacer son artillerie la nuit pour changer les endroits où elle va frapper. Alors ensuite, vous avez des débats quant à l'efficacité de cette artillerie, parce qu'effectivement, il y a des morceaux de muraille qui s'écroulent, des pans de muraille, mais pas sur 50 ou 100 mètres, mais il y a des endroits où la muraille est abattue, et les défenseurs réparent la muraille la nuit, tant bien que mal. Ils remettent des pierres en place, ils essaient de faire des palissades, de mettre des sacs de terre ou des moellons, etc. Évidemment, les murailles se dégradent. On ne peut pas dire toutefois que la première enceinte se soit complètement effondrée. Des historiens disent que finalement, l'effet de l'artillerie a été au total plus important psychologiquement que matériellement. Ce qui ne veut pas dire que son impact a été nul, mais finalement, ça n'a pas été l'arme miracle qu'on a pu croire à un moment. Alors justement, parler d'impression psychologique, on a beaucoup de sources directes, parce que énormément. Pendant le siège, ça a duré longtemps. Donc vous avez étudié toutes ces sources. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur l'ambiance dans la ville? Est-ce qu'il y a ce sentiment de crépuscule, de fin d'un monde, ou est-ce qu'il y a encore une volonté de résister jusqu'au bout? On a plein de sources, effectivement. On a une source turque aussi, mais sur le siège qui donne peu de détails sur les événements militaires. Et ça c'est assez extraordinaire pour un siège médiéval, puisqu'on a des témoignages de gens qui ont assisté, et qui ont écrit, qui ont tenu un journal au jour le jour, comme un médecin vénitien, Barbaro. On a ensuite tous les témoignages des rescapés qui viennent témoigner en Occident des conditions du siège, du pillage, des combats, etc. Que nous disent les sources? Elles nous donnent beaucoup de détails sur les opérations militaires, sur les combats. Et les sources divergent sur certains points, mais beaucoup de sources convergent sur beaucoup de points, ce qui permet d'avoir une idée finalement pas trop fausse de la manière dont les combats se sont déroulés. Elles montrent à la fois le courage, l'héroïsme des défenseurs, encore une fois, qui se battent à 1 contre 20 ou 1 contre 15, mais qui sont vraiment en infériorité numérique. Elle montre aussi très bien, j'ai un collègue, Laurent Vissière, qui a très bien travaillé sur les sièges urbains et qui montre ce qu'on connaît, enfin lui il a très bien mis en valeur pour les sièges à l'époque médiévale, c'est que les assiégés vivent dans l'angoisse, ce qui n'est pas le cas des assiégeants. Les assiégés sont forcément sur la défensive. Ils ne savent jamais finalement où l'adversaire va attaquer. Ils peuvent difficilement prendre des initiatives. Il faut sortir des enceintes, mener des opérations de nuit. 1 contre 15, 1 contre 20, c'est extrêmement difficile. Donc ils sont soumis à une pression psychologique qui est très forte. La population, on n'a pas beaucoup de témoignages sur l'état d'esprit de la population. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a finalement très peu d'indices du fait que la population entière se soit mobilisée pour aller se battre sur les murailles. On a quelques indices, mais pas nombreux. Les documents nous parlent en fait des combattants. Est-ce que des femmes, des enfants sont venus pour jeter des pierres sur les janissaires? On ne voit pas beaucoup, quasiment pas, dans les sources. Très clairement, l'ambiance est au crépuscule. On a des spécialistes d'histoire byzantine qui ont bien montré le côté apocalyptique qui règne à Byzance, mais déjà dans les années précédentes. Ça fait longtemps qu'on a ressorti des vieilles prophéties annonçant qu'à un moment, la ville tomberait ou serait sauvée par l'intervention in extremis d'un ange. Et la population y croit. Et quelques jours, vraiment très peu de temps avant le dernier assaut de Mehmed II, les 3 vagues du dernier assaut, il y a une procession à Constantinople, derrière une icône de la Vierge. Et cette icône de la Vierge avait déjà été utilisée lors de sièges précédents. On pensait que la Vierge défendrait la ville, et l'icône tombe à terre. Et c'est aussitôt interprété comme un présage de la chute de la ville. Et il y a une ambiance vraiment effectivement de fin des temps, d'apocalypse qui règne, qui n'a pourtant pas empêché le courage des défenseurs. Il y a toujours un exemple qu'on cite et qui est admirable. Il y a un petit navire, un brigantin, qui a été envoyé pour voir si la flotte de secours venue d'Europe venait enfin. Et ce brigantin donc passe à travers la flotte turque. C'est pas un navire monstrueux, mais ils arrivent à passer. Ils arrivent assez loin en mer Égée, dans les détroits. Je ne sais plus à quel endroit ils s'arrêtent. Ils constatent qu'il n'y a pas de flotte de secours à l'horizon.
Et là, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient? Et ils décident de revenir. En sachant que ce qui les attend, c'est ou la mort ou l'esclavage. Donc il y a vraiment un héroïsme extraordinaire des défenseurs. Constantin Dragazès, l'empereur, est mort les armes à la main en allant au contact des janissaires. Donc, avant d'aborder le 29 mai précisément, est-ce qu'il y a des négociations quand même qui sont entamées est-ce qu'on leur demande Il y a de se quelques, rendre, oui, Mehmed II. Alors ça, en plus, c'est le droit musulman l'imposait à Mehmed II, c'est-à-dire qu'il a demandé à Constantin Dragazès de lui rendre la ville, et en expliquant que dans ce cas, lui, Constantin, serait gracié. Alors, il l'a sorti d'une demande de soumission à l'islam, hein, bien évidemment, et Constantin a répondu qu'il ne lui appartenait pas de rendre une ville que Dieu lui avait confiée. Mais effectivement, Mehmed II a proposé une reddition. De toute façon, le droit musulman l'y oblige, et un appel à la conversion, faute de quoi ceux qui refusent, eh bien, effectivement, doivent s'attendre à ce moment-là à une opération militaire sans merci et au pillage de la ville, bien sûr. Donc le 29 mai 1453, ça commence le matin ou ça a commencé dans Ça commence dans la nuit. Il y a 3 vagues d'assaut qui sont envoyées contre des défenseurs. Alors les défenseurs n'ont pas pu dormir de la nuit. Bon, ça fait déjà des nuits et des nuits qu'ils ne dorment pas ou très mal. Il y a eu musique faite par les Turcs pour les empêcher de dormir. Bon, qui a peut-être aussi, d'ailleurs, je pense, dû empêcher de dormir quelques-uns des contingents turcs qui étaient prêts, parce que ça, on ne le dit jamais, mais tous non. Bon, certains ont dû être mis assez loin, mais certains n'ont pas dû beaucoup dormir. Mais les combattants n'ont pas dormi. L'attaque est lancée dans la nuit. Suivant les sources, on a l'impression que c'est vers 3-4 heures du matin, un peu plus tard. Mais Mehmed II a d'abord envoyé ses troupes chrétiennes, pour l'essentiel, puisqu'il a des États qu'il a conquis, qui sont tributaires, qui sont obligés de lui fournir des combattants. Ces combattants donc ont dû se battre. Il y a des Serbes qui se battent contre Constantinople. Il y a je dis pas des vassaux, parce que la vassalité en Occident c'est différent. Il y a une réciprocité. Là, c'est vraiment des gens qui sont obligés de servir Mehmed II, donc qui sont envoyés pas forcément au très combat. enthousiastes. Non, ils ne sont pas forcément très enthousiastes, mais s'ils ne vont pas se battre, ils sont exécutés. Donc, ils ont finalement intérêt eux-mêmes à prendre la ville. Donc, cet assaut échoue. Il y a un deuxième assaut qui est lancé, mais sans interruption, par des troupes plus légères, des troupes d'Anatolie qui font partie donc des contingents déjà, alors là vraiment des contingents importants des Ottomans. Ils bénéficient, les sources le disent, hein, les cadavres de la première vague ont comblé les fossés, donc déjà on va piétiner les corps de ceux qui sont morts ou qui sont blessés, mais déjà au moins on n'a plus le fossé à franchir. Et ce deuxième assaut échoue. Mais ça fait donc plusieurs heures que les combattants se battent sans interruption et toujours en infériorité numérique, avec des pertes. Et Mehmed II envoie alors, en troisième vague, sa troupe d'élite, donc les janissaires. Et les janissaires, ce sont des gens qui ont été enlevés à leur famille. Ce sont des enfants chrétiens pris dans des familles. Le monde ottoman avait mis en place ce qu'il appelait le Devshirme. Donc chaque village est obligé de fournir un certain nombre d'enfants. Il y en a donc un par famille. Alors je ne sais pas si c'est toutes les familles, mais il y a un contingent qui est fixé. Ces enfants sont donc enlevés aux familles chrétiennes, sont convertis à l'islam et deviennent une troupe d'élite. Et c'est effectivement l'une des troupes les plus remarquablement entraînées de la période médiévale. C'est le même principe que les Mamelouks Oui, on va pas reparler si on veut, mais oui, un peu, ouais. Et c'est vraiment un corps d'élite. Et c'est un corps, je dirais pas invincible, il n'y a pas de corps invincible, mais c'est un corps qui est souvent engagé ou dans les opérations les plus dangereuses ou pour finir les combats, et qui est réputé pour sa vaillance, sa bravoure, son expertise de la guerre. Et malgré ça, les janissaires n'arrivent pas à prendre la ville, les combattants arrivent à résister aux janissaires et la ville chute. Alors, d'après les sources, on a toujours 2 éléments qui sont mis en avant. La blessure mortelle de Giustiniani. Enfin, il meurt 2 mois plus tard, mais Giustiniani, qui est un combattant d'exception et un meneur d'hommes d'exception et un très grand tacticien, est blessé et il quitte son poste. Et le fait de quitter son poste entraîne la défection des hommes qui étaient avec lui. Donc au départ, il y avait en gros 700 arbalétriers et combattants génois d'expérience avec lui. Il en reste sans doute un peu moins de 700, mais c'était des hommes qui étaient en armes, en armure, qui étaient d'excellents combattants. Et ils partent, et ça entraîne la défection d'une grande partie des défenseurs, parce que c'est une troupe d'élite qui quitte le terrain d'opération. Et il y a aussi
l'entrée d'un groupe de janissaires, alors ce qu'un certain nombre de sources indiquent, par une poterne qui n'aurait pas été fermée. On a parfois parlé de trahison, mais c'est plus vraisemblablement un oubli. On pense, on n'est pas sûr, on n'a pas de preuves directes, mais on pense qu'une troupe qui était sortie la nuit pour faire une opération contre les Turcs, ou n'est pas rentrée, enfin, est partie sans refermer la porte, ou elle est rentrée en oubliant de fermer la porte, ce qui est curieux, où en fait ils ont tous été tués ou capturés, ils avaient laissé la porte ouverte et les Turcs s'aperçoivent à la jonction entre deux morceaux de muraille à angle droit, il y a une petite portaine, la Kerkoporta, qui est ouverte. À ce moment-là, un groupe de janissaires rentre par cette porte et s'empare d'une tour et comme tout le monde au Moyen-Âge, dès que vous vous emparez d'un territoire, vous plantez une bannière pour montrer que c'est à vous. Et à ce moment-là, les défenseurs on voit d'un peu partout, du sommet de la tour, il y a 90 tours qui défendent, c'est colossal, les murailles de Théodose, mais au sommet d'une tour, on voit la bannière ottomane. À ce moment-là, se répand l'idée que la ville est prise. C'est le fameux cri Ealo et Polis, la ville est prise. Et ça, la défection de Giustiniani, la fatigue, l'épuisement des défenseurs, un assaut ininterrompu depuis des heures et des heures, les combattants quittent les murailles et à ce moment-là, les Turcs s'emparent, passent la première muraille. Les défenseurs s'entassent dans l'espace entre la première et la seconde muraille et veulent rentrer dans la ville, mais là ils sont trop nombreux, il y a un effet de bouchon, d'embouteillage, ils sont massacrés par les janissaires et les janissaires rentrent dans la ville et à ce moment-là la ville tombe. Et alors la ville tombe et elle est pillée, mise à sac, oui. C'est un massacre. Oui, c'est un massacre. Je dirais que comme toute prise de ville au Moyen-Âge, ça remonte même aux Romains, de toute façon, si une ville refuse de se rendre après qu'on lui ait proposé de se rendre, elle est livrée au pillage. Et le vainqueur a le droit de la piller. Donc Mehmed II a parfaitement le droit de piller la ville, je veux dire en termes de droit international, si j'ose dire. Il peut la piller pendant 3 jours. Alors selon certaines sources, le pillage a duré 3 jours. Selon certaines sources, Mehmed II a mis fin au pillage dans le courant du 2e jour. Peut-être par miséricorde, peut-être aussi parce qu'un certain nombre de richesses commençaient à être prises et que de toute façon, lui a le droit de s'emparer d'une grande partie du butin. Une partie des habitants est tuée, une grande partie est réduite en esclavage. On estime en gros, on n'a pas de nombre précis non plus, mais sans doute à peu près autour de 50 000 personnes réduites en esclavage et ensuite revendues et dispersées aux 4 coins de l'Empire. N'ont pas été réduits en esclavage les gens qui n'avaient aucune valeur de travail. Donc, là aussi, les sources l'indiquent, les personnes âgées, les nourrissons ont été tués. Il y a des viols. Alors là, les sources occidentales dénoncent ces viols, mais les sources turques en parlent. Alors en termes très poétiques, vous avez des textes qui ont été traduits, qui parlent des jeunes hommes, enfin des femmes, ou les jeunes hommes aussi font l'objet de viols. On parle de gens au nombril de cristal, etc. Les tentes du Padishah ressemblent au paradis d'Allah, etc. Donc il y a viol. Bon, il y a souvent viol dans les prises de ville. Bien sûr. Je dirais qu'il n'y a pas que les Ottomans qui font des viols à l'époque. Le massacre de Béziers a dû entraîner pas mal de viols aussi, bien évidemment. Mais c'est effectivement un spectacle d'apocalypse, oui. Constantin, 11, disparaît dans la bataille, oui. Alors, son corps aurait été identifié. Aucun combattant musulman n'est venu se vanter d'avoir tué l'empereur. Des sources disent qu'il s'est dépouillé de ses insignes, donc il est mort de manière anonyme. Des sources disent qu'on l'a identifié grâce aux chaussures pourpres qu'il avait gardées, et il était le seul à avoir des chaussures pourpres. Mehmed II a fait venir, on lui a apporté un cadavre, là aussi certaines sources le disent, pas toutes. On lui a apporté un cadavre, on lui a présenté un cadavre, il l'a fait identifié, et Constantin Dragazès a été reconnu. Donc Mehmed II aurait à ce moment-là fait couper la tête de Constantin et l'aurait exposé au sommet d'une colonne. C'est pas un acte de barbarie, ça peut sembler barbare, mais c'est pas un acte de barbarie, il s'agit de montrer que l'empereur est mort et d'éviter toute une série de légendes qui pourraient faire croire que l'empereur n'est pas mort et va revenir à la tête d'une armée. Ça, c'est le type de légende qui court au Moyen-Âge. Donc, exposer le corps, bon là c'est la tête, mais exposer le corps ou la tête de l'ennemi vaincu, ça permet de couper court à toute tentative d'utilisation par la suite. Donc la ville est vidée de ses habitants. Oui. Mehmed II s'y installe, on fait sa capitale ?
Mehmed II va en faire sa capitale, puisqu'il était à Édirne. Il a accompli son rêve. Pour lui, c'est un triomphe. C'est un triomphe. Il rentre dans Sainte-Sophie, qui est purifiée, qui est transformée en mosquée, etc. Il en fait sa capitale. Il va la repeupler. Il va la repeupler à la fois avec des Turcs et avec des Grecs. Il fait revenir des gens qui étaient en Anatolie, certains d'ailleurs qui avaient pu être esclaves, où il invite des non-musulmans à venir dans la ville, mais il la peuple aussi, bien sûr, avec des Turcs. Il se fait construire un palais gigantesque. Il fait détruire des églises. L'église des Saints-Apôtres a été détruite, et justement, d'ailleurs, tous les tombeaux des empereurs byzantins ont été dispersés. Du point de vue archéologique, on a perdu quelque chose. Et il va renforcer la ville, il veut en faire sa capitale politique, économique, militaire. Donc il n'a pas du tout détruit Constantinople, il en a refait une capitale et qui va prendre le nom, mais beaucoup plus tard, d'Istanbul. Vous dites qu'il a fait faire revenir des Grecs. Il y a aussi une fuite des savants byzantins vers l'Italie. Oui, mais qui se produit avant le siège. Ça a réellement quand même joué un rôle dans la Renaissance? Oui, ça joue un rôle, bien évidemment. Alors, il y avait déjà des échanges culturels entre Byzance et le monde latin, des traductions depuis le XIIe siècle. Il y avait déjà des savants grecs, des lettrés grecs qui étaient arrivés en Europe. Mais alors, c'est vrai qu'au XVe siècle, vous avez eu, devant la montée en puissance du monde ottoman et la rétraction de l'Empire byzantin, aussi dans le sillage des discussions autour de l'union des églises, des clercs, des clercs et des lettrés grecs orthodoxes qui viennent en Europe, qui s'installent en Europe. Alors, certains se convertissent au catholicisme. La figure la plus connue, c'est Bessarion, qui devient le cardinal Bessarion, qui devient quand même cardinal et qui arrive avec une bibliothèque gigantesque. Vous avez d'autres savants grecs, Manuel Chrysoloras, qui va enseigner le grec, etc. Et effectivement, ça a participé de manière importante à ce phénomène donc, qu'on appelle la Renaissance et qui se tourne en partie vers l'Antiquité grecque et romaine, mais l'Antiquité grecque, oui. Alors comment l'Europe a-t-elle perçu la chute de la ville? Est-ce que c'est un choc, un traumatisme? Est-ce que... Oui, très clairement. On le voit à travers... Ouais, la nouvelle se répand très vite par des rescapés qui arrivent. C'est à Venise que la nouvelle doit arriver en premier. Elle arrive en Empire, elle arrive en France, elle va arriver en Angleterre. Elle a secoué effectivement les élites européennes parce que la ville était supposée imprenable. Défendue par Dieu, c'est la seconde Rome. Constantinople ne peut pas tomber. Alors Constantinople est tombé. Par la suite, le reste du monde byzantin va tomber dans les années qui suivent. Et à ce moment-là, il y a effectivement un choc psychologique qui a été notamment alimenté par les récits des rescapés. Ou des gens qui avaient été esclaves et qui ont été rachetés et qui ont témoigné, alors non seulement du siège de la ville, mais de la puissance de l'Empire ottoman. Vous avez même des anciens janissaires qui ont quitté l'armée turque, qui sont passés au service, qui ont abjuré, et qui ont fui et qui sont passés au service du monde chrétien et qui donnent des informations sur la puissance militaire ottomane. Donc là, il y a vraiment le début de cette peur du turc qui règne ensuite en Europe pendant des siècles. Une vraie prise de conscience également, une prise de conscience du danger. Une prise de conscience du danger, oui, bien sûr. Est-ce que ça marque, vous, historien, avec le recul, est-ce que ça marque la fin Ça marque... Le Moyen-Âge? Oui. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle Moyen-Âge. Oui, voilà. C'est un vrai problème des historiens, ça, c'est de définir une période. Ouais. Qu'est-ce que c'est une période? Quels sont les critères qui permettent de fixer, comme en maths, un intervalle avec ça va de A à B et on ferme l'intervalle. Oui, c'est une date très importante. Pour certains, c'est effectivement l'entrée dans une nouvelle ère géopolitique et on s'éloigne du Moyen-Âge. Vous avez d'autres historiens qui disent non, vraiment, les changements ont lieu au début du XVIe siècle. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue géopolitique, c'est une date très importante, oui. Et du côté turc, est-ce qu'aujourd'hui, cette date est encore importante? Est-ce qu'elle est célébrée? Ah oui, elle est célébrée. Elle est célébrée du côté turc. Ça reste toujours un souvenir en Grèce. Du côté turc, il y a un film qui a été fait. Alors, je n'ai pas vu le film, je n'ai pu voir que des extraits sur Internet, par vidéo, et des commentaires. C'est un film, évidemment, à la gloire de Mehmed II. C'est un film qui présente
l'Empire ottoman comme menacé par l'Empire byzantin et qui présente, d'après ce que j'ai vu, deux armées qui ont des effectifs égaux. Donc ça, c'est un peu curieux. Mais donc c'est un film à la gloire de Mehmed II et ça reste effectivement un souvenir glorieux pour les Turcs, y compris pour le pouvoir turc actuel d'Erdogan, même si Istanbul n'est pas la capitale de la Turquie. Hein. Non. Non. Elle est restée, elle a été... Alors, elle a porté officiellement le nom d'Istanbul assez tard, hein, au XXe siècle. Ça vient d'un terme grec qui a été turcisé, Istinpolin, on va vers la ville. Au quotidien, elle pouvait déjà être appelée Istanbul, mais c'est vraiment l'appellation officielle est venue tard. Et du côté grec, ça reste quelque chose qui marque effectivement les populations, puisque... très temporairement, mais après la Première Guerre mondiale, Constantinople a été reprise par les Alliés. Il y a un contingent grec qui est rentré dans Constantinople. Et les Grecs ont vraiment pensé à ce moment-là que la Grèce allait reprendre Constantinople et peut-être que ça allait devenir la capitale de cette Grèce étendue aux dépens de l'Empire ottoman qui s'était libéré depuis le 19e siècle. Et il y a eu un refus des Alliés. On ne voulait pas affaiblir la Turquie face aux dangers bolcheviques. Pour aller vite. Pour aller vite. Sylvain Guenois, merci infiniment. Donc, je rappelle, Constantinople 1453 chez Perrin, collection Champ de bataille, c'est coédité par le ministère des Armées. Oui, et également, c'est une collection sur différentes batailles. Oui, dirigée par Jean Lopez. Oui, sur Pavie, Kharkov, Crécy, Verdun, Okinawa, Gettysburg, etc. C'est d'une écriture en plus assez rapide, ça se lit vraiment aussi, c'est très précis, hein, on peut suivre heure par heure même parfois, oui. le combat. Grâce aux sources. Grâce aux sources. Et puis je rappelle toujours donc les croisades, histoires et idées reçues, toujours c'est Perrin. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.